Bonjour Bertrand, comment ça va? Bonjour Olivier, coucou et bisous, coucou bisous à tous ceux qui nous rejoignent, ça fait très plaisir. Bah écoute, moi je vais bien, je vais pas trop mal. Depuis quelques années, j'ai pas pris, si j'ai peut-être pris allez, une petite ride, mais tout de suite, grâce à toi, je prends un bain de jouvence parce qu'évidemment de me baigner dans les années récré à deux avec toi Olivier et tous nos auditeurs, et bien évidemment tout de suite, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, et j'avoue que je suis très très touché par cette démarche. Tu n'es pas le seul à être touché, ça je te l'ai dit. Alors, ce qu'on va faire, on va rentrer un petit peu dans le détail et de ta carrière et surtout annoncer à nos auditeurs qui tu es. Parce que volontairement, j'ai dit que Bertrand, pour cacher un petit peu, tu sais, qu'il y a un petit peu de suspense, il faut quand même qu'il se creuse un peu les idées. Donc, mais alors, qui est ce Bertrand? Et voilà, parce que des Bertrands, il n'y en a pas qu'un. Alors déjà, on leur a donné un indice. Tu as un lien avec Récré à deux. Ça déjà, c'est un indice. Moi, je vais leur en donner un autre. Tu es comédien. Tu es animateur, tu as fait des doublages de voix, tu as fait des pubs, on va y passer la journée. Alors tiens, si pour les connaisseurs, un petit détail, mais là ça s'adresse vraiment qu'aux connaisseurs, tu as été la voix du Bibendum Michelin. Oula. Tu savais pas que je le savais ça, hein? Tu as fait de très belles recherches, oui. Non, alors, j'ai triché. Je vais t'expliquer pourquoi je te dis que j'ai triché. Je suis un ancien de la maison Michelin aussi. Donc, sans blague. Il y a des petites anecdotes comme ça, du coup, que j'avais gardées sous le coude. Ça, c'est incroyable. Ah, tu as travaillé chez Michelin. Oui, donc j'ai un petit clin d'œil que je fais comme ça à mes anciens collègues, de leur annoncer qui était la voix. Donc, je te laisse donner ton nom, et puis te présenter un petit peu. Dis-nous un petit peu ce que tu as fait, tiens. Oui, alors moi, c'est Bertrand Boucheroy. Donc, voilà, je suis arrivé à Récré à deux en 1985, je crois. Si ma mémoire est bonne, et voilà, je suis resté quelques années jusqu'en 89. Avant, j'avais fait une petite émission sur Vitamine qui était animée par Jackie sur TF1, qui s'appelait Vitavurms, qui était un jeu de connaissances et d'adresses pour les petits, pour les enfants. Et voilà, et donc je suis arrivé grâce à un casting que j'avais passé avec notre patronne qui était Jacqueline Joubert, donc une grande dame de la télé, et qui a été un peu notre maman à nous tous, toute l'équipe de Récré à deux, et qui nous a bien sûr bien briefé, et qui nous a aussi appris beaucoup de choses pour débuter à l'antenne, donc avec cette émission Récré à deux, auquel j'ai pris un réel plaisir, parce qu'il y avait un esprit de bande, parce que on avait des auteurs qui nous écrivaient nos sketchs, qui étaient donc pour faire sourire, pour faire rire, également surtout divertir, toujours avec en filigrane, un peu de pédagogie. Donc c'était pas, l'idée c'était d'élever un petit peu vers le haut la jeunesse de l'époque. Ah oui, il y avait un gros travail de fait dans ce sens-là. Moi, je me souviens, j'ai fait partie des auditeurs, bien sûr, t'imagines bien. Alors, pour te situer un peu, j'espère que tu vas pas te vexer, mais pour te situer un peu au niveau des auditeurs, moi, il y a une image que j'ai gardée de toi. C'est-à-dire, quand on me parle de toi, j'ai une image qui me saute aux yeux. C'est quelque part ce petit jeune homme qui a toujours le sourire, avec ses lunettes, là, et qui avait un sourire, mais qui était resplendissant. Tu étais celui qui souriait quasiment le plus dans cette émission. Ah bon, dis donc, c'est très flatteur, c'est très. Oui, non, c'est pas flatteur, c'est vraiment l'image que j'en garde, moi, personnellement. D'accord. Alors effectivement, oui, j'avais des lunettes rouges, toutes rondes, alors que j'ai retrouvé d'ailleurs au fond d'un grenier. Oh là là. Je suis assez content, et c'est un collector pour moi évidemment, parce que ma vue a changé un petit peu, mais mes lunettes, elles sont toujours là, et je pense que je les mettrai lors du festival de Lens, dont on va parler tout à l'heure. T'es obligé, parce que moi, je veux une photo avec ces lunettes. Voilà, c'est ça. Alors, sourire, oui, parce qu'effectivement, il fallait montrer une bonhomie, bien sûr. Enfin, en même temps, c'est assez naturel chez moi. J'aime bien, montrer que je prends du plaisir à être présent. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'essayais de transmettre, et surtout une énergie. Voilà, il faut être sans doute un petit peu énergique à l'antenne, et montrer surtout une envie et un vrai plaisir à participer, en tout cas, à l'émission. Voilà, c'était ça l'idée. Oui, parce que tu dis que c'était pour montrer la bonne ambiance et tout, mais en vrai, toute ta carrière, et encore aujourd'hui, quand on arrive à te trouver dans des films, dans des épisodes qu'on retrouve, mais même des choses que tu as fait dernièrement, on te voit avec ce sourire, tu l'as gardé, quoi. Bon,
Bah écoute, oui, j'essaie de, oui, absolument. Alors, même si parfois je suis plus mélancolique dans la vie, mais effectivement, quand je suis à l'antenne, je suis très heureux et ça se voit. Oui, c'est vrai. Bah là-dessus, tu vois, on se ressemble. On peut avoir des problèmes à l'extérieur, mais à l'antenne, à l'image, au son, on doit être parfait parce que les gens, ils ont besoin de nous pour amener du bonheur, pas pour le reste. Oui, sans doute. Non, mais je suis tout à fait en phase avec ce que tu dis. Alors, je vais donner un peu des publicités comme ça auxquelles tu as participé. Tu as fait des publicités pour Cuisine Plus, pour McDonald's, pour Ovomaltine, pour Mobile, pour Alsa, pour Singer. Mais on te voyait Oui. partout en pub. Alors en pub, effectivement, j'ai eu une époque assez agréable. Alors moi, l'idée de la pub, c'était d'abord un exercice que j'aimais bien parce que c'était d'abord un exercice de comédie. Il y avait bien sûr des castings. C'était un peu la loterie nationale, hein, parce que tu passes 100 castings pour en avoir un. Donc c'était pas toujours facile. Mais c'est vrai que c'était une époque très agréable. Et dans ma démarche, moi, de comédien, c'était aussi de rencontrer des réalisateurs. À chaque fois qu'on faisait une pub à l'époque, en tout cas, c'était fait par des réalisateurs un peu de renom, hein, enfin des gens qui faisaient vraiment des films aussi. Et j'avoue que c'était un grand plaisir que de côtoyer l'espace de 1 ou 2 jours des gens qui faisaient le cinéma français. Voilà, donc ça c'est vrai que c'était un plaisir. En plus, on était un peu traités entre guillemets comme des petites stars parce que quand vous faites une pub, vous êtes le héros du film et ça dure 2 jours et donc c'est assez magique, quoi. C'est assez gratifiant. Voilà, dans la réalisation même du spot et après évidemment de se voir. Enfin voilà, et l'image évidemment elle est véhiculée à travers la pub. Alors moi j'ai pas eu d'état d'âme sur les produits parce que c'est toujours des produits que je trouvais, enfin pour lesquels j'ai fait des pubs, c'était toujours des produits auxquels j'étais en phase avec eux en tout cas. Voilà. Oui, voilà, t'as pas triché lors des pubs. Et puis c'est vrai ce que tu disais, j'ai noté, à l'époque, c'était principalement les gens qui réalisaient les publicités étaient issus du monde du cinéma, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Mais du coup, ça donnait... On a découvert à l'époque des petites pubs qui duraient quelques secondes, mais qui étaient des véritables films, en fin de compte. C'est ça, moi, que j'aimais. Oui, oui, tout à fait. C'était des petites séquences, des petits sketchs, quoi, avec toujours souvent on m'employait pour faire un peu le rigolo, quoi. Donc avec une petite virgule humoristique et c'est ça que j'aimais bien. J'avais travaillé quand même avec Jean Becker, j'avais travaillé avec Gérard Jugnot, Daniel Vigne, enfin voilà quelques réalisateurs qui me reviennent à l'esprit. Oui, enfin voilà, c'était toujours intéressant de rencontrer ces gens. Oui, tout à fait. J'étais très flatté d'avoir été choisi par eux. Voilà. Je me doute. Par ma qualité de jeu. Alors il y a la bobine, c'est vrai, mais il y a aussi la qualité de jeu, évidemment. Bien sûr. Et est-ce que ça t'a ouvert des portes vis-à-vis du cinéma ou de la télévision, ou est-ce qu'en fin de compte, ça n'apportait pas tant que ça pour toi? Non, en fait, ça n'apporte pas tant que ça. Mais qu'importe, parce qu'à l'époque, malheureusement, on était un peu catalogué. C'est-à-dire quand vous faisiez de la pub, vous étiez catalogué pub. Alors les directeurs de casting étaient branchés sur la pub. Et là après, c'était très difficile de rentrer dans d'autres cases. C'est pour ça qu'heureusement l'émission Récréa 2 m'a fait une bouffée d'oxygène, parce que j'avais commencé moi par quelques petites pubs, et puis bon, ça m'a pas nui du tout. Enfin, je dis au contraire, mais non, ça c'est même pas au contraire, mais ça m'avait pas nui. En fait, on avait sans doute déjà vu ma bobine, mais on savait pas très bien où, en fait, peu importe. Et ça m'avait pas nui, en tout cas, pour rentrer à Récréa 2. Donc, oui, et puis quelque part, je pense que tu fais partie des gens qui ont de la chance, parce que, enfin de la chance, tu vas voir pourquoi je dis ça, hein, parce que oui. t'as une bobine, comme je me permets de le dire puisque tu l'as dit, t'as une bobine qui est un petit peu passe-partout quand même, t'as pas voilà, t'as pas une tête de méchant, t'as pas une tête de trop gentil, t'as une tête de quelqu'un de normal, et donc ça t'a permis de faire plein de choses. Oui, c'était ça, c'était le gars à lunettes, à l'époque, un peu l'ado attardé à lunettes, c'était un peu passe-partout, oui, c'était un petit peu, à l'époque, dans les années 80, la lunette était encore associée un petit peu au côté un petit peu intello, entre guillemets, ou alors du rigolo, voilà. Ouais. Quelque part, ça va te faire rire ce que je vais te dire, mais t'aurais presque pu être cousin avec Richard Gottener. Absolument, mais on me l'a déjà dit plusieurs fois. Ah, tiens. Et alors, d'ailleurs, Richard Gottener, c'est quelqu'un que j'ai rencontré une fois.
C'était chez Jackie, justement, dans l'émission Vitamine sur TF1, juste avant de rentrer à Récréa 2. Et il était invité, Gotener, parce que c'est un grand copain de Jackie. Et il était charmant, enfin, sur le plateau. Et puis on se salue, on se regarde. Il me calcule. Et puis il me regarde et me dit, hypermétrope astigmate. Alors je dis, bah oui, t'en sais quelque chose. Voilà, parce que c'est effectivement, on a des culs de bouteille sur les yeux. Et voilà, parce qu'on est, on est hypermétrope et c'est notre point commun. Alors c'est vrai j'ai une bouille qui lui ressemble un petit peu. C'est vrai, mais Ouais, avec le sourire, avec tout, quoi, ça lui ressemble vraiment, je trouve. Donc c'est bien, c'est oui, bien. c'est vrai. Alors après, on va parler un petit peu cinéma, parce que tu as fait des petits tours dans le cinéma qui sont pas des moindres. Tu as joué dans l'hôtel de la plage, je vois. Ouh là 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 Ah ouais, non, là. mais je suis remonté loin, hein. Là, je sais pas comment t'as trouvé ça. Là, tu me scotches. Ah ouais, non, non, mais tu sais, alors, il faut que je te dise quelque chose qui est important et que les auditeurs commencent à savoir maintenant, c'est que moi, si je m'intéresse à quelqu'un, je m'intéresse à quelqu'un. Je fais pas semblant, sinon il n'y a pas Ah d'intérêt, non. si tu veux. Ah non, mais parce que là, c'était quelque chose que j'avais gardé secret. Eh ouais, Parce que c'est ma première apparition à l'écran. ouais. Et oui, c'est une apparition. Hein. Oui, oui, oui. C'était un film de Michel Lang. Et donc, l'Hôtel de la Plage, c'est quand même que je trouve une très belle comédie. C'est pas parce que je suis dedans, mais très objectivement, je trouve que c'est un très bon scénario. C'est très bien foutu. Et assez drôle, d'ailleurs, en plus. Et en même temps touchant. Et alors, effectivement, oui, j'ai une petite scène un peu anthologique quand même. Hein, parce que tu la vois, la scène, non? Ah oui, 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 je la vois bien, oui. Voilà, donc j'avais 16 ans, et donc oui, pour ceux qui connaissent pas le film, c'est une scène, je crois, qui a marqué un peu les esprits. On n'en dit pas plus ou on en dit plus? Non, tu peux y aller, on t'écoute, t'inquiète. Vas-y, vas-y. Oui, en fait, je fais partie de, je sais plus, à un moment donné, il y a l'héroïne qui arrive là, c'était Sophie Barjac, et qui fait une petite comédie musicale à travers une boum. Et dans la boum, il y a à un moment donné donc, une toute petite scénette où il y a deux jeunes qui sont en phase d'approche, donc des ados, sur un canapé, encore un, parce que j'avais fait Balzen aussi sur un canapé, et donc là sur un canapé, et le jeune homme très entreprenant, voilà, que j'incarne, est en train de tripoter allègrement le sein gauche de la jeune fille, et voyant un résultat assez médiocre, parce que la jeune fille visiblement n'a absolument aucun plaisir à la faire, eh bien je me dis que après tout, si le sein gauche ne fonctionne pas, peut-être que le sein droit fonctionne, et du coup je fais un volte-face et je me retrouve de l'autre côté du canapé à toucher le sein droit. Voilà. Très grande technique de drague. Ah ouais, ouais, non, mais je pense qu'il y en a qui ont même essayé de la reproduire, hein. Voilà, alors c'était très chaste, hein, évidemment, très très charmant, mais c'était un gag de Michel Lang, et il m'avait donné ce petit gag à faire. Bon, voilà, j'avais trouvé ça. Alors sur le moment, j'avais trouvé ça un peu, c'était pas suffisant pour moi. Enfin, je voulais faire plus de rôle, quoi, en fait. Hein. J'avais été un peu frustré, je le reconnais. Ben, c'est normal, oui, parce que c'était tes débuts au cinéma, et je pense que comme tout le monde, t'avais qu'une envie, c'est qu'on te voit, en fin de compte. Mais, moi, je peux te dire... J'avais surtout envie de jouer un petit rôle, tu vois, Oui. je pensais que ça allait être plus que ça. Et en fait, non, c'était que ça. Bon, ouais, écoute. Ouais, mais pour celui qui est parti voir le film au cinéma, à la télé et ainsi de suite, ça reste une scène marquante du film qui amène un petit côté sympatoche, on va dire, et ça allait très bien, bravo. Alors non, mais il est vrai que le gag, parce que j'avais été après en catimini ou incognito dans une salle. Et j'avais donc vu regarder le film comme tout le monde, et le gag avait fait vraiment son effet. Enfin, Ah oui, oui, il a marché. Éclaté de rire. Donc j'ai vu l'impact que ça pouvait avoir. Enfin, j'avais été assez impressionné de cet impact visuel. Enfin voilà. Et puis, non, mais je trouvais que c'était plutôt intelligent et malin. Je trouve de la part de Michel Lang qui a eu ce gag là. Je sais pas comment ça lui est venu. En tout cas, j'avais trouvé ça assez drôle. Alors, tu as fait aussi, parce que ta voix, en fin de compte, on la connaît pour diverses choses, mais on connaît cette voix, elle a un son qui est très connu. Est-ce que tu as fait des doublages de voix? Alors, j'ai fait quelques petits doublages sporadiques, mais sinon j'ai fait surtout des voix de documentaires.
Voilà, exactement. Par exemple, tu Voilà. avais fait Et, aussi en motion capture, tu avais fait le mondial de l'auto de mémoire. alors oui, ça c'était pour Bibendum dont on a parlé Ouais, tout à c'est l'heure. ça. Alors effectivement, j'ai interprété Bibendum au Mondial 2006 chez Michelin, et donc j'interprétais Bibendum en 3D, tu sais, avec des capteurs, et j'étais dans un placard, et en fait, Bibendum parlait aux gens. Ça, c'était une première chez Michelin. Ah ouais, tu sais que nous, c'était passé en réunion, hein, carrément. Hein. Ah oui, Ah tu oui, étais à oui. l'époque chez Michelin? Oui, oui, Et c'est donc, juste l'époque où j'y étais, coïncidence. On avait fait ah, c'est une, incroyable. on avait fait une réunion qui était au Futuroscope, où on avait loué une salle au Futuroscope là-bas, et ça a été le sujet de lancement de la réunion. Ah d'accord. Ah, ça c'est Voilà, rigolo à alors. titre D'accord, d'info pour d'accord. toi. Mais est-ce que tu étais venu au salon? J'étais venu au salon, oui, bien sûr, bien sûr. Ah donc tu avais vu, bah on s'est côtoyés alors. Bah, Tu y vas. on s'est côtoyé, mais moi j'avais tellement de choses à faire au salon qu'on s'est Oui. côtoyé très vite, si tu veux. Il y a pas, D'accord, furtivement. voilà. Mais alors, mais tu te souviens, enfin, l'impact avait été assez intéressant à l'époque. Ah Hein. oui, ah oui, 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 oui. Et puis, Enfin, moi, j'avais pris un grand plaisir à faire ça, en tout cas. oui, oui, ça avait concrétisé un rêve de beaucoup, parce que le rêve de voir le Bibendum interactif était, même encore aujourd'hui, hein, je suis sûr que demain tu le refais, ça marche, hein, il n'y a pas de doute. Hein. Ouais, mais ils l'ont pas continué, ou ils l'ont continué peut-être sans moi. Je sais pas ce qui s'est passé après. Non, non, ça a été arrêté. Bon, il s'est passé plein de choses dans la maison Michelin, et ça fait Oui. partie des choses qui ont été abandonnées, effectivement. Bon, c'est dommage puisque l'impact avait été quand même assez fort. Hein. Tout à fait, Il me tout à semble. fait. Moi, ça fait partie des choses qui m'avaient plu. Alors, j'ai vu aussi que tu écrivais hein, pour pas mal de choses. Tu as écrit pour les Guignols de l'Info, pour le Bébé Show. Euh, Oui, alors j'ai effectivement à la fin de Récréa 2, je suis devenu scénariste sous un pseudonyme qui s'appelait Bertrand Victor, et je suis devenu scénariste en binôme hein, avec un co-auteur donc qui s'appelle Fabrice de Costil et qui était un des auteurs et des producteurs de Récréa 2. En fait, c'est lui qui écrivait tous les plateaux de la semaine d'accord. avec des sketchs, avec des petits sketchs et des gags. Et donc on est devenus amis évidemment au cours de Récréa 2. Et à la suite de cela, eh bien, on est devenus scénaristes ensemble. On s'est dit, bah, moi c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis bien longtemps. J'ai toujours eu un grand respect des auteurs et je crois qu'il fallait que je m'y frotte intellectuellement et au niveau de créatif, il fallait que je me frotte à l'exercice pour voir si j'en avais un peu sous le capot, comme on dit. Et voilà. Et donc avec Fabrice, on s'est mis à écrire tous les deux pendant 20 ans. Ah ouais, ouais, vous avez écrit pour beaucoup de choses. Hein. Je ne sais pas si tu as tout en tête, mais... Alors c'était oui, enfin des produits télé. Hein. Oui, oui, Je tout à dis fait. produit parce que c'est pas du cinéma, c'est pas du grand art, mais ça reste du produit dont on est toujours. Enfin, moi j'ai toujours été très fier de ce que j'écrivais avec Fabrice. Euh, voilà, qui restait du divertissement. Alors effectivement, on a commencé par les sitcoms de l'époque, qui étaient Marc et Sophie. Ah, Marc et Sophie, ouais. Voilà, avec Rinaldi et Julie Arnold. Ouais, ouais, je m'en souviens bien. Voilà, et puis on a écrit aussi beaucoup pour la jeunesse, des dessins animés. Ce qui me revient à l'esprit, c'est Cro-Blanc, Funky Cops, qu'est-ce qu'il y avait, Ivanoé. Et puis on a aussi initié une série qui s'appelait Les Tofu. Oui, oui, non, mais c'est bien parce qu'en fin de compte, tu vois, tu fais partie des gens qui, sur le coup, il y a plein de monde qui va dire non, je vois pas qui c'est, puis petit à petit, en racontant ton histoire, bah, il y a tout le monde qui a une étincelle en disant ah oui, mais ça j'ai connu, ah oui, mais ça je l'ai vu, tu vois, et ça c'est ce qui me plaît un petit peu quelque part. Euh, Oui, oui. Enfin voilà, et j'avoue que j'ai pris, alors pas forcément autant de plaisir. En tout cas, le plaisir n'est pas tout à fait le même que d'être à l'antenne. Moi, dans tout ce que tu as dit là, bon, on a raconté plein de choses, on était presque en train de se dire, en fin de compte, les moments qui t'ont touché. Et ça tombe bien parce que quelque part, j'ai envie de te poser une question, moi. À ton avis, qu'est-ce qui t'a apporté le plus dans ta carrière? Qu'est-ce qui t'a vraiment... Alors, quand je dis apporter le plus, attention, c'est pas professionnellement, c'est humainement. Qu'est-ce qui t'a le plus enrichi, on va dire? Alors, enrichi, c'est pas financièrement non plus, hein. Tu m'as bien Oui, compris, hein. j'ai bien compris, à tous les niveaux. Exactement. Alors, moi, j'ai toujours associé dans toutes mes démarches, dans tout ce que j'ai fait, la notion de travail, bien sûr, mais de plaisir. C'est-à-dire que moi, il faut que je prenne du plaisir dans ce que je fais. Et il me semble, alors là-dessus, j'ai eu, je crois, beaucoup de chance,
Mais je l'ai initié aussi, la chance. Hein. Voilà, il faut se bouger, il faut se remuer pour en tout cas comprendre ce qu'on a envie, avoir des objectifs. Et je crois que mon objectif premier, alors évidemment, maintenant j'ai un peu de recul sur tout ça, ça a été la notion de plaisir, c'est-à-dire prendre du plaisir dans tout ce que j'entreprends et également découvrir, être curieux bien sûr, mais aussi découvrir un peu et sortir des sentiers battus. Voilà, quand j'avais maîtrisé un exercice, ben, j'aimais bien aller sur un autre. Euh, voilà, c'est un petit peu mon moteur. C'est la notion aussi de partage. J'aime beaucoup l'esprit de groupe et l'équipe. D'ailleurs, à tel point, c'est que suite à tout ce que j'ai pu faire, ben, je suis devenu formateur en fait. Oui, exactement, formateur, oui. Voilà, mon idée, ça a été de transmettre, en fait, tout ce que j'avais pu glaner à droite et à gauche dans mes expériences professionnelles. Ben, maintenant, je les transmets aujourd'hui. Alors, je les transmets à deux niveaux. Je les transmets en entreprise, en prise de parole en public, où je donne tous les tuyaux pour être le plus à l'aise possible, maîtriser son trac, etc. Et puis, la transmission de l'écriture également, puisque je suis formateur de scénariste au CEEA, c'est le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, C'est ça. qui est à Paris. Voilà, c'est un conservatoire de scénaristes. Voilà, tu vois, donc l'idée, et je prends du plaisir évidemment à transmettre. Voilà, je dirais que c'est la notion de plaisir avec des rencontres humaines. Oui, c'est ça. Et puis de toute façon, quand on suit un peu le fil de ta carrière, tu as toujours cherché à transmettre, parce que tout ce que tu as fait, c'est ni plus ni moins que de la transmission. Hein. Oui, alors là, c'était de la transmission Ah, via l'image. via le hertzien. Eh oui, oui, tout à fait. Le numérique maintenant, mais oui, oui, enfin, si on veut, c'est la transmission, oui. Oui, c'est-à-dire que on s'est toujours efforcé, évidemment, même dans nos fictions qu'on écrivait, à transmettre toujours la notion de bienveillance, enfin, les choses un petit peu morales, ou les vraies valeurs, en tout cas, qui transpirent sans doute à chaque fois dans nos écrits. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est qu'on a un rôle aussi de transmission. Voilà, on n'écrit pas n'importe quoi. Il faut que ça ait du sens. Il faut que ça soit en phase avec vos valeurs. Voilà, on est responsable. Quand on écrit une fiction, je pense qu'on est responsable de quelque chose, du message qu'on transmet. Bien sûr, tout à fait, tout à fait. Maintenant, pour continuer ma question et pour la prolonger, cette partie-là est un peu plus difficile, mais tu es libre, tu réponds ou tu ne réponds pas. Quelles sont les personnes qui t'ont apporté énormément dans ta carrière? Les personnes qui, quand tu fais un petit retour en arrière, tu sais, quand tu regardes le film, tu dis, ah, là, heureusement, j'ai rencontré cette personne, elle m'a fait du bien. Absolument. Eh bien, tout de suite, c'est assez simple. Dans mon adolescence, il y a des gens qui ont compté pour moi. Je me souviens de Daniel Hébert, qui était une femme formidable, qui était dans un centre culturel. Moi, j'habitais Mantes-la-Jolie, et Mhm. qui a été quelqu'un qui m'a stimulé quand j'étais ado pour pouvoir faire des sketchs, s'exprimer devant un public. Et puis, il y a eu aussi quelqu'un d'autre qui était un grand frère, qui était aussi un des directeurs de ce centre culturel, c'était Philippe Leclerc, qui ont été mes Pygmalions, voilà, qui ont été des gens très importants et qui surtout m'ont transmis des choses essentielles, qui m'ont véhiculé ce moteur qui était de travailler en fait, de bosser et d'avoir des objectifs et de se donner les moyens pour y arriver voilà. Donc moi il me bottait un petit peu le cul, ça me faisait du bien. Et d'ailleurs, je suis resté ami évidemment avec ces gens qui ont été importants et qui ont beaucoup compté dans la fin de l'adolescence, voilà. Et puis bien sûr, il y a eu des rencontres aussi après professionnelles. Hein, il y a eu Jacqueline Joubert, il y a eu Fabrice, mon grand ami et collègue Fabrice, donc le binôme avec qui on a fait le binôme de scénaristes. Voilà, c'est des gens qui ont vraiment compté. Voilà, oui, on a tous des gens comme ça qui nous ont guidés un petit peu. Et j'avoue que j'aime rester fidèle à ces gens. Voilà, même si je les vois pas tous les jours, j'y pense et je les oublie pas.
Ça, c'est bien, c'est beau parce que c'est dans ce métier-là, c'est pas toujours le cas malheureusement. Donc c'est très très bien de garder comme ça, quelque part ceux qui ont ouvert les voies parce que t'expliquer entre guillemets qu'il fallait bosser. T'avais choisi un métier où à la limite 80% de ceux qui au départ le choisissaient, c'était pour pas trop bosser quelque part. Oui. C'est l'image qu'on en donne petit à petit, malheureusement, alors que c'est des boulots de fous. Les gens, je trouve, ils n'ont pas assez conscience de tout ce que ça représente. Quand on voit quelqu'un qui anime une émission à la télé, je peux parler aussi d'une émission radio, je peux parler de quelqu'un qui fait une pièce de théâtre, quelqu'un qui joue dans un film. C'est tout un univers de préparation. C'est pas notre personnage qui est en représentation, c'est le personnage qu'on nous demande d'être. Et ça, il y a beaucoup de travail. Oui, bien sûr. Enfin, voilà, il y a évidemment de la préparation, du travail. Il y a beaucoup de travail pour être prêt à passer le casting. Voilà, pour pas griller les cartouches. Hein. Oui. Une fois que vous êtes, si vous réussissez, voilà, on va penser à vous. Mais si vous épuisez les cartouches et que vous n'êtes pas prêt, c'est dommage. Donc il faut vraiment se préparer. Moi, je sais que pour être prêt à aborder, en tout cas, le monde de la télé, j'avais roulé un peu ma bosse en tant qu'animateur. Moi, j'ai commencé au Club Méditerranée, au Club Med, où j'étais géo. Donc là, c'est là où j'ai fait toutes mes armes. C'est là où vous vous retrouvez devant un public tous les soirs. Vous avez 1000 personnes devant vous et pendant 2 ans. Et voilà. Et donc, évidemment, à un moment donné, ça vous aguerrit. Hein. Vous devenez de mieux en mieux. Vous comprenez plein de choses et vous apprenez plutôt bien votre métier. Après, d'ailleurs, je vais commencer par la pratique. Moi, il fallait que je m'immerge dans le monde du spectacle. Et après, j'ai pris des cours de théâtre. Voilà, parce que tous les défauts que j'avais évidemment glanés intuitivement, je les ai gommés après grâce aux cours de théâtre avec un monsieur qui s'appelait Yves Pignot. Ça s'appelait l'EDA, donc l'entrée des artistes, et qui était une école d'art dramatique à Paris. D'accord, oui. Mais alors c'est marrant, le nombre de personnes dans ce métier-là qui ont démarré par, entre guillemets, les clubs med et compagnie, quoi, les campings, les choses comme ça. Comme quoi, c'est un métier difficile qui apporte beaucoup. Hein. Non, mais c'est surtout un excellent tremplin. D'abord, on apprend. Moi, j'ai eu la chance d'y rentrer à 18 ans, ce qui était très jeune. Hein. Vraiment, j'étais un minot. Hein. Et donc, j'ai tout appris. Alors, je suis arrivé, j'ai dit, voilà, je suis arrivé avec ma volonté, enfin, mon envie, en tout cas. Et puis, je me souviens toujours, le chef du village ou le responsable d'animation m'avait dit, tu vas commencer par... Alors, moi, je dis, moi, je veux tout apprendre. Je veux maîtriser le micro. Moi, j'étais très impressionné par les animateurs. Ils arrivaient sur scène et paf, ils avaient un tonnerre d'applaudissements. Alors ça, j'étais scotché devant ça. Il avait encore rien dit qu'il était déjà applaudi. Et ça, je trouve que, et ça, c'est cette façon d'arriver qui fait que les gens vous fédérez l'écoute et vous fédérez l'enthousiasme grâce à votre façon d'arriver. Et ça, j'avais trouvé ça extraordinaire. Et c'est des choses que j'ai appris évidemment au club. Et on m'avait dit tout de suite, moi j'ai commencé par balayer la scène. Hein. Oui. Voilà. Après, l'idée c'était de se faire apprécier de l'équipe pour apprendre le plus possible. Et après, je me souviens, j'avais donné la petite main au décorateur. J'avais appris à scier des planches, à découper des lettres comme ça d'annonces dans le bois. Enfin voilà, à se servir d'une scie Cynthia. Je sais pas si tu bricoles, mais oui, bien sûr. Heureusement. J'ai appris ça au club. Voilà, je savais rien faire. J'ai appris plein de choses. Et tous les jours, donc devant soi, un public. Et alors ça, c'était évidemment, on apprend très vite. C'était une école, hein. Moi, une école formidable qui a duré 2 ans. Moi, ça a été mon service militaire, en gros. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, je vais te faire sourire parce que Radio Naya a une particularité dans cet univers que tu es en train de raconter. C'est qu'on est basé donc au Bar Carès, ça, je te l'avais dit. On est basé au Naya Village Camping Paradis. Eh ben, bonjour à toute l'équipe. Voilà, tout simplement. Donc ça fait sourire quelque part parce que il y a forcément des animateurs du Camping Paradis qui sont en train de t'écouter et qui doivent sourire en t'écoutant. Ils doivent se dire mais faut qu'on se donne, quoi, faut qu'on y aille.
Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais c'est un tremplin, c'est une expérience de vie formidable qu'il faut vraiment faire à fond. Il faut initier, c'est là où il faut se frotter évidemment au public avec des créations personnelles. Il faut tenter des choses. Parce que c'est un vrai laboratoire. Vous avez tous les jours devant vous et avec des gens bienveillants parce que les gens sont en vacances, ils sont détendus. Donc c'est pas des gens qui sont voilà qui sont prêts en tout cas même s'il y a des erreurs ou des petites choses qui sont pas parfaites, et ben ils vous en voudront pas parce qu'ils vous connaissent à travers la journée, ils vous côtoient tous les jours et tout de suite tout est plus facile. Évidemment, tout est plus facile. Alors attention, il faut pas se laisser griser par le succès d'un club ou d'un camping. Après, ben voilà, on revient dans la vie réelle et les choses sont un peu plus dures. Hein, mais si vous êtes aguerri par l'exercice, ben, ça sera aussi également plus facile pour surmonter les montagnes. Et tu sais que je souris tout seul dans mon studio parce que là, je viens de retrouver l'esprit du formateur, quand même. Bravo. Chasser le naturel, il revient au galop, le monsieur. Oui, si je peux mettre un petit clin d'œil pédagogique, Ah ouais, voilà, bravo. en tout cas quelques conseils, voilà, en toute humilité évidemment. Mais non, non, c'est vrai que c'est un moyen formidable, hein, les clubs. Moi, j'ai un grand respect pour les animateurs, voilà, pour leur travail. Je sais que c'est beaucoup de boulot, donc je connais très très bien ce métier. D'ailleurs, j'ai été formateur après d'animateur de village de vacances. Ça a été d'ailleurs très très intéressant. J'ai donné des conseils. Enfin, il y avait des formations à un moment donné auxquelles j'ai participé en tant que formateur et ça a été très intéressant. Toute la démarche pédagogique, moi, ça m'a beaucoup. C'est assez créatif aussi, hein, la pédagogie. Hein. Ah oui. Faut trouver l'axe pour percuter et faire comprendre à ses élèves ou ses étudiants et d'avancer, surtout leur donner les moyens d'avancer et surtout cette notion de progrès qui doit toujours les dynamiser. Ouais. Et alors, je ne sais pas si pour toi ça a été la même chose, mais la transmission, à un moment donné, dans nos parcours, ça devient une évidence. Oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Hein, et c'est extrêmement gratifiant. Tout Enfin, à moi, fait. je sais que je prends un réel plaisir à le faire. On est bien d'accord tous les deux. Alors on va en venir maintenant à notre festival. On en a parlé un petit peu au tout début. On en a touché deux mots. Bah, c'est le moment où on va en parler, puisqu'alors tous les auditeurs qui t'écoutent là, ils le savent peut-être pas encore, mais ils vont avoir la chance de pouvoir te voir au festival Sitcomvention Japan. Alors ça se passe à Lens le 10 et 11 février. Eh ben toi en plus, la bonne nouvelle, c'est que tu vas y être les 2 jours. Oui, bah oui, j'ai été convié. J'ai dû faire un bon casting, je sais pas. Non, non, mais effectivement, les organisateurs m'ont invité pendant les 2 jours. Alors j'y serai donc à 16h15, je vois, sur le programme, la Récréa 2 sur scène, le spectacle original, voilà. On y sera pendant 1 heure, mais je crois qu'on y sera aussi, et donc le lendemain, le dimanche, à la même heure. Je crois que c'est énorme, hein, Ah oui, non, moi je suis en train de lire le programme, je cache pas la vérité aux auditeurs. Hein. Non, mais ça commence à 9h30 du matin et ça finit à 20h, quoi, quelque chose Ouais, comme ouais, ça. ouais, ouais, c'est ça, Pendant les c'est deux ça, jours. c'est ça. Alors il y aura aussi un tapis rouge avec des séances de dédicaces. Je vois, enfin ça a l'air extrêmement bien organisé. Et alors évidemment il y a surtout des concerts. Hein, je vois avec les héros des génériques, Ah oui, on va les, retrouver des choses de les fou. chanteurs. Ça va Tu as être, fait, ça va tu as être fait énorme. Excuse-moi, tu en avais déjà parlé dans d'autres émissions? Oui, j'en parle régulièrement. Hein, c'est quelque chose que je présente. Et puis j'ai eu la chance d'interviewer déjà du monde qui sera au festival. Donc petit à petit, si tu veux, je fais des interviews liées au festival pour que petit à petit les auditeurs se rendent compte de la panel d'artistes qu'ils vont avoir, parce que ça va être vraiment impressionnant. Et d'ailleurs, Oui. je leur annonce officiellement, que toute cette semaine, ils vont découvrir comme ça encore des acteurs, des interprètes, des chanteurs qui vont être présents lors du festival. Je vais leur en faire Oui. découvrir plein. C'est toi qui Alors là, commences la semaine, mais ils vont voir du beau monde. ouais, moi je suis extrêmement ravi parce que je vais revoir mes camarades de Récréa 2, donc il y a bien sûr Marie Dauphin, donc formidable, avec qui j'avais fait une petite tournée à l'époque. Voilà, enfin on est toujours liés d'amitié évidemment. Il y a Charlotte qui sera là, donc Charlotte Caddy. Alors là c'est génial parce que je sais que voilà,
elle aime pas trop venir, mais elle va faire un bel effort et je crois qu'elle vient spontanément et je crois qu'elle est ravie de venir. Et puis également mon camarade Bernard Marsan, Eh oui, voilà, qui était aussi un des comiques de la troupe, ouais, voilà, tout qui à sera fait. là. Voilà, on sera 4 de récré à 2. Oui, oui, puis il y a vraiment beaucoup de monde autour de vous. Il va même y avoir Sabine Paturel. Enfin, il y a un monde de Oui, folie autour de vous. Vous allez vraiment vous régaler. Mais ça, je le sais déjà. il y aura aussi Patricia Helig, Oui. voilà, qui avait fait des séries à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Alors après les chanteurs, moi je les connais pas trop. Oh Je bah, les ai vus au il y aura Elsa Esnoult, enfin il y a plein de monde. Il y a Jean-Pierre, le fameux Peter de Peter et Sloan. Enfin il y a un monde de folie. Hein. Oui, oui, Euh, oui, et oui. puis après il y a tout cet univers. Bon, Récré à deux d'un côté, mais il y a aussi l'univers manga. Faut pas Oui. oublier les Albator, les Goldorak, toutes ces choses-là. Euh, il y aura Baptiste Chardin aussi en tant que chanteur de générique qui va venir représenter un petit peu quelque part son père, mais on n'oublie pas qu'il a sa propre carrière et là il a sorti une nouveauté aujourd'hui qui est énorme, qui est drôle, qui est bien faite, bien posée, bravo. Eh ben écoute, moi je vais te dire, je te connaissais de par ce que tu as fait. Je n'avais pas eu le plaisir d'avoir une conversation réelle avec toi, eh ben, ça aurait été pour moi un grand regret de ne pas l'avoir aujourd'hui, tu vois, parce que vraiment, ben voilà, on a un discours qui me plaît beaucoup. J'espère que les auditeurs auront ressenti cette touche que tu apportes, cette bonne humeur que tu apportes. On le disait tout à l'heure, même si la vie est pas toujours simple, et pour personne, eh ben nous, on est là pour les piquer du bon côté et leur donner envie de sourire, même quand ça va pas trop bien. Eh ben moi, je les fais sourire aussi, et je sais que toi, t'es pareil, et ça me plaît. Merci vraiment énormément, Bertrand, rien que pour ça, merci. Ben, de rien, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Voilà, dirigeons-nous vers la lumière, la chaleur et l'amour. Absolument, je suis tout à fait en phase avec toi. Là, je suis, pour rien te cacher, je suis en train d'essayer un nouvel exercice qui est d'écrire un roman. Ouh, ah oui, alors ça, c'est extraordinaire même. Voilà, donc là, je m'amuse à écrire un roman qui est un roman historique. Voilà, j'en dis pas plus, mais dès qu'il sera finalisé, eh ben, je te ferai signe, Ah évidemment, oui. hein, avec grand plaisir. Euh, voilà, alors, rien à voir avec ce que j'ai pu faire, mais un univers en tout cas, un univers. Euh, c'est à l'époque des Lumières, voilà, j'en dis pas plus. Ouais, ouais, ben, ça m'intéresse. Tu peux. Alors garde bien mon numéro, s'il te plaît. Voilà, bah écoute, ça me stimule pour terminer ça assez vite. Très bien, super, génial. Merci Bah, beaucoup, Bertrand. oui, bah, je te remercie beaucoup. J'embrasse tous les auditeurs. Je t'embrasse aussi et merci pour ton accueil. Voilà, et à très bientôt. Donc, on se donnera des nouvelles, en tout cas à Lens. Avec grand plaisir. Coucou, bisous à tous. Allez, bye bye.